Bonjour vous. Vous venez souvent ici? En tout cas, nous, on est content de vous avoir avec nous à nouveau. Bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Promis, c'est la dernière fois que je fais une introduction comme ça. Je m'appelle Alexandre Beaupré, je suis professeur en administration de l'enseignement supérieur à l'Université de Montréal et je suis accompagné de l'équipe du Tonnerre, Sébastien Belland, mon co-animateur, ami de longue date, idéateur du projet de balado. D'ailleurs, je pense qu'on ne le mentionne pas assez souvent. Et ben voilà, candidat au Temple de la renommée de quelque chose, probablement quelque part. Et on est aussi accompagné de notre productrice, la force de l'ombre, Emmanuelle Maltais, notre productrice déléguée. Pardonnez-moi. Cette balado, la balado que vous allez écouter, est enregistrée à un moment où il y a des tensions extrêmes dans le système éducatif québécois et on est à la fin de l'année 2023, au début de l'année 2024, où il y a une grève qui s'achève. Les négociations qui sont jamais faciles se sont faites sur un fond de crise dans le système et on a beaucoup parlé à ce moment-là donc des systèmes d'actualité, de la pénurie d'enseignants, de la composition des classes, de l'autonomie des enseignants, d'un paquet de choses, de la formation initiale et continue des maîtres. Mais toute cette question-là d'actualité, tout ce brouhaha-là, a repoussé un petit peu en arrière-plan une question qui commençait pourtant à avoir son air d'aller, qui est en train de prendre son envol et de devenir un réel enjeu. Et c'est l'enjeu des inégalités scolaires et du rôle de l'école dans ces inégalités scolaires-là. Est-ce qu'il existe des inégalités scolaires qui sont liées aux inégalités sociales? Est-ce que l'école joue un rôle? Quel rôle l'école joue-t-elle au fil de tout ça? Et c'est un sujet d'étude d'étude et de recherche qui est absolument en fait, probablement, je dis absolument. Il est probablement intarissable à voir le nombre de gens le nombre de collègues ou de chercheurs ou de professeurs d'université, même de collège, qui dédient une partie, sinon l'entièreté de leur carrière à tenter de comprendre le rôle de cette institution qu'est l'école, mais pas d'un point de vue structurel ou fonctionnel, mais d'un point de vue d'une variable dans la société, dans le parcours des élèves, dans l'exercice de la profession par les experts que sont les enseignants, dans la gouvernance. Et bref, ça tombe bien parce que dans tout ça, il y a des experts et parce qu'on est je laisserai Sébastien éventuellement vous dire nos classements à l'international, mais aussi au local. Comme on commence à avoir un petit peu de clout, un petit peu, on est allé chercher le meilleur, en tout cas, à mon avis, le meilleur, parce que je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Aujourd'hui, on reçoit Marc-André Denigé, qui est professeur à la retraite à l'Université de Montréal en analyse des politiques en éducation et qui s'est penché dans les 20 dernières années de sa carrière sur la question de l'école, des politiques, mais aussi des inégalités. Et Marc-André Denigé, prenez n'importe quelle opinion que vous avez ou stéréotype que vous avez d'un prof universitaire et Marc-André Denigé va être l'exemple, l'exception qui confirme votre règle. Parce que c'est un intellectuel engagé, c'est un collègue collégial capable de gérer, il a pas mal tout fait, il a pas mal tout étudié ou fait le tour, et la raison pour laquelle j'ai l'air de lui lancer autant de fleurs, c'est que c'est un peu mon mentor, maître à penser, et c'est le gars qui a dirigé ma maîtrise. Donc, si je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui, c'est un petit peu de sa faute. Certains diraient grâce à lui, mais restons raisonnables. Et au cours de sa carrière, Marc-André Denigé s'est intéressé notamment au milieu défavorisé. Et ça lui a donné une perspective sur la notion d'inégalité, sur la notion d'équité, sur la notion d'impact sur le parcours et le cheminement des élèves en tant qu'élèves, mais aussi des élèves en tant que jeunes, sociologue de la jeunesse qu'il est. Donc, travailleur social à l'université, formé à l'université McGill. Bref, Marc-André Denigé pour nous parler de l'école et des inégalités sociales.
La première question, elle concerne donc le fait qu'on a un système qui est à plusieurs vitesses. Puis là, j'aimerais que tu nous expliques si tu penses que le système québécois, le système scolaire québécois, est effectivement un système à trois vitesses, puis que t'expliques pour les gens qui ne sont pas du Québec, c'est quoi ces trois différentes vitesses-là? Oui, ben effectivement, il est devenu progressivement un système à trois vitesses. Ça nous prend une petite leçon d'histoire pour comprendre là. Au Québec, il y a eu une évolution quand même assez rapide de la démocratisation de l'enseignement à partir des années 60. C'est un peu comme si on avait ouvert assez grand les portes de l'école à des catégories sociales qui n'y étaient pas avant, qui n'accédaient pas auparavant. Alors, quand dans un système massifié, comme disent nos amis français, la donne change un peu. C'est plus nécessairement euh, l'accès qui devient un problème autant que le traitement scolaire des différentes clientèles, puis leur succès scolaire par la suite. C'est un peu comme si l'inégalité se déplaçait du seuil de l'école au sein de l'école, ce qui a comporté évidemment des enjeux importants pour le monde scolaire qu'on ne connaissait pas avant, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont une espèce de nostalgie d'un monde où les élèves réussissaient par eux-mêmes, là. Alors, faire réussir le plus grand nombre, c'est un tout autre défi. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, le système d'enseignement public a subi quand même des pressions importantes pendant de longues années, pression qui prenait la forme de compression très souvent, c'est-à-dire des diminutions de budget, des réductions de professionnels non enseignants qui venaient en soutien aux élèves qui éprouvaient des difficultés. Et ça pendant quand même de longues périodes, là. C'est-à-dire sur 10 15 ans, il y a eu un cumul, pardon, un cumul de coupures, de compression, de crises budgétaires importantes. Et puis, ben, il y a aussi chez nous, comme vous le savez, un système privé qui s'est quand même accru, hein. C'est-à-dire que l'effectif de l'école privée s'était accru. D'aucuns diront que c'était un peu sous l'impulsion d'un désir de distinction sociale, c'est-à-dire que dans un système massifié, pour se distinguer, les gens ont cherché des nouvelles stratégies euh, par rapport à ce qui existait avant. Puis l'une d'entre elles, c'était d'envoyer leur enfant dans une école privée, pensant que cela donnait accès à des positions sociales privilégiées, à une meilleure formation, etc., etc. En réaction, parce que ça c'est très important comme mot ici, là, en réaction à cette concurrence du privé, le système public a réagi effectivement en revoyant son offre scolaire, c'est-à-dire en déployant toutes sortes de projets qui valorisaient l'offre scolaire, qui créaient, par exemple, des programmes particuliers en art, des programmes particuliers en sciences, etc. Mais par contre, il faut comprendre que chez nous, la, cette bonification est aussi accompagnée souvent de coûts et d'une sélection par les notes. Il est là le problème. Il n'est pas dans le fait qu'une école déploie une offre scolaire de qualité, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, ce qui est une des clés de la réussite des élèves, par exemple. Le problème n'est pas là, mais c'est que quand un système public se met pour concurrencer le privé à demander des coûts à des familles qui n'ont pas nécessairement les moyens et à sélectionner les élèves qui participeront au dit programme, là, on a un problème parce qu'on va à l'encontre du caractère démocratique de l'école publique. Il faut le comprendre, ça, là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a effectivement engendré progressivement une école à trois vitesses, et puis il faut prendre le temps de parler de la troisième vitesse un peu. Alors, on a un privé, un public écrémé, on va l'appeler comme ça, et un public où reste concentré
les élèves du secteur dit régulier qui sont souvent en difficulté. Alors, ça, c'est important parce que là, ce qu'on a brisé en faisant ça, c'est la mixité sociale de l'école. Et la mixité sociale de l'école a plusieurs effets bénéfiques sur les élèves qui sont plus lents ou qui ont plus de difficultés à apprendre. C'est comme si on enlevait de l'école l'effet Pygmalion, hein, l'effet d'entraînement des pairs. En stratifiant le système de cette manière-là, on a créé une homogénéité des groupes qui est défavorable aux élèves qui ont plus de difficultés. Voilà. Et ça s'est exacerbé jusqu'au point où on a dû se questionner sur, sur ce qu'on pouvait faire pour réinstaurer une mixité sociale et une mixité scolaire dans notre système d'éducation. Puis, juste vous rappeler qu'au Québec, il y a eu un événement important à ce sujet en 2019, qui est une conférence de consensus sur la mixité sociale et la mixité scolaire, qui a formulé un ensemble de recommandations. Je pense qu'il y a 24 ou 25 recommandations au terme de sa démarche. Et parmi ces recommandations, il y avait l'idée, par exemple, de cesser, d'assurer la gratuité de toute forme de programmes à vocation dans les écoles et de cesser la sélection par les notes. Alors, si on se comprend bien, c'était des réponses aux enjeux que je viens d'évoquer avec vous. Il y avait aussi, c'était aussi assorti de recommandations sur euh, rendre davantage impliquer l'école privée dans la prise en charge d'élèves qui éprouvaient des difficultés d'adaptation et d'apprentissage, même d'assortir une partie de leur financement à cette condition-là. Alors voilà, oui, nous vivons malheureusement dans un système stratifié et les correctifs ne sont pourtant pas si difficiles que ça à apporter, mais ça se fait au détriment de la troisième catégorie d'élèves, certainement, on l'a bien vu. On a vu ça, évidemment, vous le comprendrez davantage dans les plus grands centres urbains, hein? Parce que si tu vas en région, au Québec, dans une ville où il y a une seule école secondaire, la question de la mixité sociale ne se pose pas. Alors, les gosses de riches vont à l'école avec la fille de l'agriculteur. Et paradoxalement, d'ailleurs, en passant, dans ces écoles-là, lorsqu'on fait des classifications, des mises en rang, des écoles, des palmarès de leurs performances, ces écoles publiques où la mixité est protégée performent toujours bien. Alors, OK, tu as utilisé deux termes, puis je trouve ça intéressant, le langage traduisant souvent des idées. J'ai rarement entendu des acteurs ou des intervenants dire qu'ils sont contre la mixité sociale ou la mixité scolaire, mais dans les discours actuels, il y a un malaise vis-à-vis le terme d'inclusion et le terme d'hétérogénéité. Fait mettons que mixité, ça va, mais pourquoi dans l'espace public, il y a des malaises qui sont exprimés, je dis ça presque en euphémisme, à l'égard de classes qui sont hétérogènes ou d'inclusion dans les classes ou dans les écoles? Euh, ben, il y a des bonnes raisons. Je ne veux pas aller trop vite contre certaines positions qui, pour moi, sont difficiles à accepter. Cependant, il y a eu une intégration au Québec, il y a eu intégration des élèves en difficulté en classe régulière qui a été faite un peu de façon sauvage. Il faut en convenir, là. Je veux dire, les représentants syndicaux des syndicats enseignants n'ont absolument pas tort sur cette question. Ça a été fait sans soutien adéquat, ça a été fait sans préparer adéquatement les gens, ça a été fait sans trop de formation pour soutenir, sans trop de ressources pour soutenir. Ils ont un peu raison. Le problème, à mon avis, c'est que
ce qu'il prône pour régler les problèmes des jeunes en difficulté nous ramène à des pratiques qui vont à l'encontre de la science, il faut le dire. Disons-le là, clairement, la classe homogène dans laquelle on regroupe des élèves en difficulté, bien qu'elle puisse être certainement utile dans le cas de certaines difficultés, n'est-ce pas? Hein? Il y a des niveaux dans les problèmes des élèves, ne peut pas être considérée comme une panacée à tous les maux et être généralisée comme solution. OK? Parce que la classe homogène nuit au règlement ou au progrès des élèves. Il y a beaucoup d'autres pratiques dites d'adaptation scolaire qui pourraient être déployées euh, en- pour solutionner les problèmes en réduisant effectivement le fardeau des enseignants et des enseignantes, qui est un enjeu réel, là. Je ne veux pas nier les choses, mais mon inquiétude, c'est que les problèmes de l'école actuellement font une pression en réaction, créer des pressions considérables pour qu'on revienne à des pratiques qui ont démontré leur inefficacité par le passé. C'est ça qui est inquiétant. Est-ce qu'un problème réel dans par exemple, les écoles du dernier tiers dont on parlait, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il faut envisager des solutions pour alléger le fardeau des enseignants? C'est tout à fait vrai et je suis tout à fait d'accord, mais je chercherais des solutions un peu plus éprouvées que les anciens modèles de classe spécialisée où on enferme, voyez-vous, le glissement dans les mots ici, on enferme les élèves en difficulté. Parce que, entre autres, j'aimerais vous rappeler que à l'époque où de telles pratiques étaient systématisées, c'est-à-dire à l'époque où au secondaire, on dirigeait systématiquement des élèves vers des filières qui s'appelaient les cheminements particuliers, en disant on va les retirer temporairement de leur classe régulière pour les aider. Hein, c'était bienveillant, ça, là. Il n'y avait rien de malveillant là-dedans, là. Puis, on va, quand ils vont être réparés, on va les ramener dans leur classe régulière. Mais ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas une étude qui a démontré que plus que 25% de ces élèves sont un jour revenus dans leur classe régulière. Ce sont des filières de relégation scolaire, les cheminements particuliers de formation. Ça crée de l'exclusion par l'école. C'est une des contributions de l'école à l'exclusion. Bon, cela dit, effectivement, le discours sur l'inclusion est très beau d'un point de vue philosophique, j'en suis, je suis moi-même un défenseur, mais il est difficile à opérationnaliser. Ça, il faut le dire quand même, là. Il est difficile à opérationnaliser parce qu'au Québec, on est à peu près incapable d'adhérer à une logique d'équité en éducation. À chaque fois qu'on trouve une solution, il faut la généraliser. Il faut faire du mur à mur. OK? Le dernier exemple en liste, c'est l'aide à la classe. L'aide dans la classe va probablement exister un jour, c'est une excellente idée, mais là, tout le monde tire la couverte pour que l'aide à la classe, ça soit partout. Hein, Les maternelles 4 4 ans. ans. Ce Et les qu'on sait maternelles. des maternelles 4 ans, c'est que c'est une mesure qui a prouvé son efficacité en milieu défavorisé parce que le but, c'était de fermer des écarts culturels rapidement entre l'origine sociale de l'élève et la culture attendue de l'école. Hein, je pense qu'on se Mhm, comprend en disant tout ça. à fait. C'était très éprouvé aux États-Unis, entre autres par le Head Start Program, etc. C'est d'ailleurs anecdotique à dire, mais c'est ce qui a amené la création de Sesame Street, soit dit en passant, et de Passe-Partout au Québec. Bon. Cela dit, les maternelles 4 ans au Québec, on a géré ça encore une fois mur à mur. Qu'est-ce qu'on a généré en faisant ça? Une dispersion des ressources telle qu'on peut dire que la décision gouvernementale, voire l'obstination gouvernementale à
créer des maternelles 4 ans pour tous à travers le Québec est en partie ce qui explique la pénurie d'enseignants. Certainement préscolaire primaire, puisque Alors, le même bac. il y a des politiques scolaires qui auraient contribué à la pénurie d'enseignants. Parce que si tu vois les maternelles 4 ans, puis si tu regardes aussi la transformation d'un paquet de postes précaires, partiels, en postes à plein temps, là, tu as 2 tiers de ta pénurie d'emploi qui disparaît à peu près, là. OK? Alors, tout ça a des impacts. La notion d'équité, c'est qu'il faut apprendre à donner plus à ceux qui ont plus de besoins. Alors, je reprends l'exercice. Si on était équitable, on aurait probablement beaucoup mieux soutenu l'intégration en classe régulière. Effectivement, on aurait affecté des ressources nécessaires pour permettre que ce qu'on appelle généralement l'adaptation scolaire se fasse le plus possible en classe et non à l'extérieur de la classe. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où un enfant doit être temporairement retiré d'une classe pour recevoir des aides davantage spécialisées. Il y a une sorte de pyramide de besoins, là. Mais pour qu'une enseignant et une enseignante travaillent au premier niveau, hein, dans la base de la pyramide, à contribuer elle-même ou lui-même à régler les problèmes des élèves, il faut que l'organisation du travail le permette. C'est-à-dire, je veux bien que mes collègues et moi continuions de prôner la différenciation pédagogique, qui est une excellente pratique d'adaptation pour les élèves qui ont des difficultés. Cependant, ce n'est pas facile à faire dans l'exercice quotidien de l'enseignement en classe. Il faut fournir un soutien à l'enseignant qui va différencier, c'est-à-dire qu'en progressant dans une semaine, elle va le plus vite possible accéder à un temps qu'elle va donner, octroyer aux élèves qui ont le plus besoin d'elle sans que les autres s'ennuient, comme des roches sur le bord du chemin, si je peux me permettre. Voilà, mais c'est pas simple de faire ça, là. Il y a une organisation spatiale, il y a peut-être besoin d'aide dans la classe, justement, pour que les élèves qui ont atteint rapidement les objectifs de la semaine puissent passer à autre chose, parce qu'une enseignante, ça ne se divise pas en trois, malheureusement. Alors, par contre, la recherche de solutions, à mon avis, laisse à désirer. Si vous voulez une opinion personnelle sur les solutions, moi, j'aurais tendance à documenter correctement un ensemble de pratiques d'adaptation scolaire dont, disons, les bienfaits sont reconnus par la science. On va dire ça comme ça, on va dire ça simplement. Alors, un ensemble de pratiques dites éprouvées, n'est-ce pas? Par pratique éprouvée, on veut dire des pratiques qui ont fait l'objet d'une évaluation en démontrant, ou d'évaluation au pluriel, en démontrant l'efficacité dans plusieurs contextes nationaux, dans plusieurs contextes scolaires. C'est grosso modo la définition d'une pratique éprouvée. J'en ferai une liste qui serait rendue disponible aux intervenants du monde scolaire chez nous. L'équipe école, dans son projet éducatif, ferait le choix des pratiques qui lui semblent les plus appropriées dans son milieu. Alors, ma recommandation reconnaît l'autonomie des enseignants, n'est-ce pas? On leur laisse le choix, là. Et le financement serait assuré à partir du moment où on choisit de telles pratiques. Ça serait assorti d'autres conditions. C'est que les enseignants et les enseignantes auraient effectivement le droit de choisir leur formation continue, comme ils le revendiquent depuis longtemps d'ailleurs. Cependant, le choix devrait être fait en conséquence du projet éducatif auquel ils participent eux-mêmes, n'est-ce pas? Il faut le dire, ce sont des acteurs de la mise en œuvre
de leur projet éducatif. C'est leur projet, c'est pas un projet, logiquement, ce n'est pas un projet imposé par le gouvernement, ce n'est pas un projet imposé par... Alors, j'aurais tendance à assortir la ressource à des choix qui sont conséquents par rapport au plan de match que les enseignants se sont eux-mêmes donnés pour améliorer leur école. Ça ne me semble pas abusif. Ça ne me semble pas abusif. Voilà, c'est une proposition qui pourrait être mise à la table et probablement que ça nous éviterait les problèmes que nous avons actuellement au plan des relations de travail, qui sont quand même assez sérieux, là. Si, il faut comprendre là, que si les enseignants en sont arrivés à faire une grève qui dure quand même depuis longtemps, là, 21 jours aujourd'hui, je crois, c'est parce qu'il y a un ras-le-bol généralisé, là. Alors, qu'il ne soit pas parfait dans la conception ou dans la promotion de certaines solutions, d'accord, je veux bien garder mon esprit critique, mais en même temps, les problèmes sont profonds, là. Puis on est en train de brûler les gens, là. On risque, en passant, c'est un risque sérieux. Si on ne trouve pas des solutions concrètes aux problèmes dont nous parlons ce matin, on risque d'engendrer euh, un problème de désertion de la profession, encore pire que celui qui existe déjà. OK? Encore pire que celui qui existe déjà. C'est sérieux, là. Donc, il va falloir y voir, oui. Je me permets une petite question supplémentaire qui n'était pas sur le setting. À part, qu'est-ce que tu fais pour avoir des beaux yeux comme ça? Ben, Je serais, je serais je me curieux de couche de savoir. bonne heure puis je me lève tard. On serait curieux de savoir comment tu vois l'université aujourd'hui, parce que tu viens de tomber en fait à la retraite. Tu as eu différents rôles dans différentes universités. Puis comment tu vois l'état de l'université donc à travers ta loupe? En fait, des fois, je suis optimiste, des fois, je suis pessimiste par rapport à l'université. Là, je veux surtout éviter de jouer au gérant d'estrade. OK? Euh, une chose qui m'agace, non, non, je vais commencer par le positif. J'ai travaillé dans de nombreuses universités avant de devenir un professeur, d'abord à l'Université Laval, ensuite à l'Université de Montréal. Ce qui m'a réjoui grandement par rapport à l'Université de Montréal, c'est qu'avec le temps, notre université est devenue beaucoup plus ancrée dans sa communauté. L'Université de Montréal, je vous dirais de façon un peu schématique, est devenue moins élitiste qu'elle l'était. C'est pas si mauvais et toujours mauvais qu'une université soit élitiste, là, mais par le côté de l'élitisme qui me déplaît, c'est que les problèmes sociaux, c'était pas important. Euh, le problème des gens symboliquement au bas de la montagne n'était que très peu considéré. Ça a énormément changé. Et pour le mieux. L'Université de Montréal est pas mal plus dans le cœur battant de sa société qu'elle l'était quand j'ai commencé. Autre point positif, ne leur en déplaise, c'est l'amélioration des conditions de travail des professeurs. C'est indéniable. Il y a eu une bonification considérable des conditions de travail des professeurs, qui étaient tout à fait correctes et souhaitables d'ailleurs. Parce que quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des écarts salariaux gigantesques d'une université à l'autre. Quand j'ai commencé, j'ai eu euh, 5 jours de congé de paternité. Puis dans la même convention, il y avait 14 semaines de congé d'adoption, ce qui m'avait amené à demander à mon exécutif syndical si c'était possible que je renie mes enfants pour les adopter le lendemain. Alors, mais ça a tellement évolué. C'est assez important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses à régler, mais quand même considérablement. Euh, Ce qui m'agace personnellement, c'est certains traits de la culture universitaire, mais de la culture organisationnelle. L'un d'entre eux, c'est le non-dit autour de la carrière.
des professeurs. Hein, parce qu'en fait, là, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs domaines dans la tâche d'un professeur, mais il y en a un qui est survalorisé par rapport aux autres, et je dirais même au détriment des autres, c'est la recherche. Alors, c'est bien important la recherche. J'ai été moi-même un assez bon chercheur, je pense. J'ai contribué énormément, mais ma passion première, et ça tout au long de ma carrière, est demeuré l'enseignement. Et j'ai aussi transféré de la recherche vers l'enseignement beaucoup d'acquis de mes travaux de recherche. Ça, je trouve qu'on n'exploite pas assez ça. Alors, c'est un mythe, d'ailleurs, en tout cas pour les sciences humaines et sociales, puisque le podcast porte sur les sciences humaines et sociales. On nous joue la même cassette du Big Science qui joue en sciences médicales. Quand la recherche, c'est une recherche, une quête de fonds qui viennent compléter le financement des universités. C'est archi faux, archi faux. La recherche, ça coûte de l'argent. Ça ne rapporte pas d'argent. Demandez à n'importe quel haut placé dans l'administration d'une université, la recherche coûte de l'argent, elle ne rapporte pas d'argent. Surtout qu'on est, en tout cas, en sciences de l'éducation, vous en conviendrez avec moi, on n'est pas tellement dans un domaine sponsorisé, comme diraient nos amis français. Alors, tu sais, on ne souhaite pas beaucoup de travail de commandite, on ne souhaite pas beaucoup de contrats ou des contrats très lucratifs et autres considérations. Alors, l'assiette est petite. Donc, honnêtement, ce qui, moi, m'a la liste des sujets qui m'ont passionné pendant mon assez longue carrière est très, très longue. Euh, En haut de la liste, ce qui a primé et qui prime toujours, c'est les étudiants. C'est le rapport aux étudiants extraordinaire que j'ai côtoyé. J'en ai quand même diplômé beaucoup, là, maîtrise, doctorat, donc l'enseignement et l'encadrement était de réelle passion. Je pense que c'est le cas pour un certain nombre de collègues d'ailleurs. Ce qui m'a plus fait souffrir, si vous voulez qu'on rentre dans les considérations personnelles, c'est que le milieu universitaire est quand même relativement atomisé. Tu as l'impression des fois que tu es dans une sorte de condominium, là, hein? Puis chaque porte est un petit entrepreneur privé qui agit comme un petit entrepreneur privé. Ça manque d'unité. C'est pas pour rien que la première chose que j'ai faite à la retraite, c'est de m'engager dans un groupe communautaire. Parce qu'on retrouve exactement l'inverse de ça. L'union qui fait la force, l'implication bénévole de tout le monde, le fait qu'il n'y a pas de considération nécessairement stratégique dans l'implication, etc. En fait, je me suis dépêché de retourner à mes anciennes amours, mais la culture individualiste m'a fait beaucoup souffrir. C'est un fait. C'est un fait. Alors, ces universités pouvaient devenir davantage un lieu générateur de collaboration. Ça serait intéressant pour bien des gens. Ce n'est malheureusement pas suffisamment le cas. Ça l'est. Puis encore une fois, OK, encore une fois, où va l'argent des grands bailleurs de fonds? L'argent des grands bailleurs de fonds va précisément dans l'encouragement de ce modèle des gros centres, navires amiral, qui regroupent plein de monde. Ah, il y a pratiquement, il y en a encore, mais il y a beaucoup moins d'argent qui est consacré à la création puis au soutien de petites équipes de recherche. Et c'est là qu'un prof se réalise intellectuellement, de travailler avec des collègues dans un petit groupe sur des projets communs. Puis c'est là qu'un prof aussi crée Apprendre. une pépinière, c'est-à-dire qu'il forme la relève, il Mhm. forme les jeunes. À mon avis, ça a été une perte parce qu'on a adopté un modèle très hiérarchisé, centralisateur, les grands centres, etc., un peu au détriment des équipes. Voilà.
Alors, on est quelqu'un, d'ailleurs, dans le monde universitaire, on est quelqu'un si on obtient une subvention. Avant ça, on n'est personne. Hein. Faut- faut juste vous rappeler ça. Puis l'obsession aussi, euh, l'obsession de la publication m'agace un peu. On voit à quel abus ça a mené dans les dernières années. D'ailleurs, à quels abus ça a mené dans les dernières années. Puis, Mais attends une minute. De toutes les publications, parce que dans certains domaines, je forme des cadres et des professionnels universitaires. Il y a une fois qu'on l'a créé, il y a une demande pour des publications professionnelles ou pour des types de valorisation des connaissances. Les recteurs, vice-recteurs, directeurs généraux de collège, directeurs des études ne lisent pas nos journaux scientifiques, ne lisent pas nos articles scientifiques. Par contre, il y a des publications qui sont dirigés vers le public cible qu'ils ont, la consommation est presque féroce. Est-ce que c'est mais toutes les c'est pas. publications ou c'est... Je suis d'accord avec toi, puis c'était pas le sens de ma Ah, critique. d'accord, OK, excuse-moi, mon Me suis erreur. probablement mal exprimé, mais il y a des attitudes et des messages qui sont passés dans les milieux universitaires qui ont encouragé un excès de publication d'une certaine façon. C'est-à-dire qui ont donné lieu à la publication de n'importe quoi aussi. Hein. Il faut pas. Il faut, mais il faut le dire, il y a des tricheries qui se sont multipliées. On entend parler de ces choses-là, de ce temps-là. Il y a une obsession de publier, de publier, de publier parce que tu serais évalué en fonction d'une espèce de statistique sur le nombre de citations de tes articles. Bon, c'est ça que je dénonce. C'est pas le fait, tu as raison. Moi, j'ai le premier, c'est pas le fait qu'on ait des écrits qui contribuent également au milieu professionnel. Sauf que, attention, lesquels sont le plus valorisés quand tes collègues t'évaluent pour une promotion? Attention, c'est pas la même chose. Et pourtant, cet enjeu est d'autant plus grand en sciences humaines et sociales. Vous l'aurez compris, on peut quand même pas dire à des gens de notre domaine que la recherche appliquée n'est pas importante, que les milieux de pratique ne sont pas importants. Donc, voilà, j'ai peut-être réussi à préciser un peu ma critique sur cette question-là. Puis l'autre abus aussi auquel ça donne lieu, puis là, il faut être un peu conscient de ça, là, c'est la pression sur l'anglais, là. Parce que tu as beau être le plus grand auteur de ton domaine, là, si tu écris en français, tu es moins cité. Alors, dans cette espèce de logique à courte vue de la quantification du succès d'un auteur, les francophones sont perdants. Alors, que vont-ils faire? Ils vont publier en anglais. Et là, là-dessus, moi, je m'excuse, mais je demeure un nationaliste affirmé sur l'importance du français dans notre société et sur l'importance de la science en français dans notre société. Ça me paraît fondamental. Alors, toute forme de pression indue qui donnerait lieu à un recul du français, euh, pour moi, ça suscite de la méfiance. Et je suis très heureux, et là je le dis ouvertement, d'avoir évolué dans une université qui a fait bien attention à cette question. Bien attention à cette question. Hein, tu n'as pas eu une multiplication des programmes en anglais là, dans notre université au cours des dernières années. Là. Ça ne passerait pas de toute façon. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Ben, mon Dieu, merci pour ça. On va y aller peut-être pour la question qu'on avait sautée. Puis ça allait bien, en fait, dans ce que tu disais à un moment donné au sujet de la réussite, parce qu'on a parlé, tu sais, quand une personne profane pense à ce qui l'a fait réussir, elle, comme élève, on va parler de Ah, j'ai eu un super bon enseignant, Ah, ma famille m'a beaucoup aidé, ou Ah, j'étais vraiment bon. Puis toi, tu as travaillé, pour la petite histoire pour les auditeurs, ma première job d'auxiliaire de recherche était pour Marc-André dans ce qui s'appelait le groupe de recherche sur les écoles à milieu défavorisés. Euh, C'était fascinant. C'est là que j'ai appris des trucs aussi profonds comme que la préparation scolaire, dont j'ignorais absolument la nature et l'effet, notamment. Mais dans tes années de recherche sur les milieux défavorisés, euh, Mhm. qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'amène à dire sur ce qui influence la réussite en tant que telle? Je vais commencer par la réussite en tant que telle pour finir avec les milieux défavorisés, OK? Alors, ça va plaire à Sébastien parce que Sébastien,
un spécialiste de la mesure et de l'évaluation, donc ça l'intéresse les grandes études méta-analytiques qui décrivent des grands phénomènes comme celui de la réussite. Pour comprendre la réussite ou l'échec scolaire, il faut faire une tarte. Puis notre tarte, on va la diviser en morceaux. Une tarte ou une tourtière, c'est selon. Alors, 50% de la variance, 50% de l'explication de l'échec et de la réussite est liée à l'origine sociale de l'enfant. Donc, il y a un poids du social qui est considérable dans cette question. Ça veut dire que ça échappe euh, au milieu scolaire. OK? Parce que le milieu scolaire ne peut pas changer la pauvreté, ne peut pas changer le logement insalubre, ne peut pas changer la scolarité variable des parents, ne peut pas changer plusieurs éléments fondamentaux liés à l'origine sociale. Cela dit, l'origine sociale n'est pas une fatalité pour autant. C'est pas parce que tu es né dans un milieu modeste que tu es condamné nécessairement. Évidemment, ça dépend des conjonctures économiques, on pourra en parler. Mais ce poids est considérable, OK? Et il ne faut pas faire porter la responsabilité de ce poids aux gens qui sont les artisans de l'école. C'est ça qui est important de comprendre. Les deux autres parties de ma tarte, c'est ce qu'on appelle les effets école. Et là, ça concerne entre autres les enseignants. Et au taux de 30% de la variance, ça dépend, ça a été contesté, ce que je dis, je l'explique. Et 20% ont trait aux caractéristiques de l'élève en tant que tel, hein. Un élève peut avoir des handicaps, peut avoir des maladies, peut avoir des caractéristiques qui l'empêchent de bien, entre guillemets, performer. Je mets le mot entre guillemets. Alors, le 30%, c'est celui qui nous intéresse au premier chef. Parce que c'est celui sur lequel on a un levier, évidemment, évidemment. Et il se divise un peu, la portion de 30% qui a été contestée, je l'ai dit, parce que cette répartition 50-30-20 vient des travaux d'un sociologue américain important dans notre histoire, qui s'appelle M. Coleman. Alors, M. Coleman s'était fait faire une commande par le président Kennedy pour expliquer les écarts de réussite des Afro-Américains dans le système scolaire. Et c'est ce qui a mené d'ailleurs à la déségrégation des écoles aux États-Unis. Bon, mais Jenks, son adversaire intellectuel, a contesté le 30%, affirmant que, selon lui, les effets écoles étaient plus importants que ça. Alors, il y a un débat sur la part du 30%, si on veut. OK. En attendant, ce qui est important de comprendre, c'est de l'expliquer dans le rôle de l'école, parce que c'était habilitant pour des enseignants, des directions et pour les acteurs de l'école de parler de cet univers-là, beaucoup plus que sentir une impuissance face à la pauvreté qu'ils ne maîtrisent pas, hein. Euh, alors, c'est fait de deux ou trois grands éléments. Le premier, on en a parlé tout à l'heure dans votre première question, c'est la qualité de l'offre scolaire de l'établissement. Le premier effet école important, c'est est-ce que l'école offre un projet éducatif de qualité avec les ressources adéquates, etc., quelque chose de stimulant, etc. Ça, c'est fondamental. C'est important parce qu'il y a des effets de tonalité du public scolaire. C'est-à-dire que plusieurs écoles vont penser que parce qu'ils sont dans un milieu extrêmement défavorisé, il serait bon de baisser les attentes. C'est comme si ça entraîne cette perception-là, va entraîner une baisse de la qualité de ce qui est offert. Alors qu'au contraire, on y reviendra, les écoles de milieu défavorisé performantes sont des écoles qui ont des projets éducatifs de grande qualité, qui sont extrêmement stimulants, puis où les attentes à l'endroit signifié aux élèves demeurent élevées. Ça, c'est une autre caractéristique. Je vais finir là-dessus. L'autre élément des effets école importants, c'est la composition du public scolaire, dont nous avons parlé également dans le cadre de votre première question. Ce qu'on sait, c'est que
L'hétérogénéité est garante du succès. Alors, quand on écrème des écoles comme on le fait dans un système à 3 étages, on enlève cet effet bénéfique de certains établissements. Mais Vous me suivez? mais si c'est OK, si on accepte le fait que les élèves qui arrivent avec des défis, que ce soit un défi de nature psychosociale, de nature environnementale, de nature cognitive, si OK, l'hétérogénéité les amène plus loin que ce qu'ils auraient pu sans cet effet-là par un effet Pygmalion, je vais te lancer ce que tu as dû entendre des millions de fois dans ta carrière, est-ce que ça ne ralentit pas la progression de ceux qui pourraient aller plus loin? Bon, oui, il faut parler de ça, tu as raison. Ça n'est pas prouvé que ça arrive, ce que tu viens de dire. Ce que, entre autres, nous a démontré Madame Durubella dans un livre majeur sur les inégalités sociales à l'école, dans son état de connaissance absolument brillant, c'est que les élèves euh, qui ont des difficultés tirent 4 fois plus d'avantages de l'hétérogénéité que les inconvénients que rencontreraient les meilleurs éléments. OK? Euh, et ça nous amène à l'autre aspect aussi, c'est-à-dire l'autre dimension des effets école, ce sont les effets maîtres. Ah, j'ai réussi parce que j'ai croisé une enseignante extraordinaire qui a changé ma vie. C'est vrai, cela existe. Mais c'est la même règle que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les élèves qui éprouvent plus de difficultés sont plus sensibles aux effets maîtres que, entre guillemets, les bons élèves. OK? Alors, là aussi, ça joue en faveur de... Mais des effets profs, ça existe. C'est très lié à la maîtrise du métier enseignant. Là, c'est pas juste une question de style d'enseignement. Si c'était une question de style, ben, on enverrait des profs étudier à l'école du cirque et on les enverrait pas dans une fac d'éducation. Euh, mais c'est une question de maîtrise de l'acte d'enseigner. C'est une question de bonne planification des enseignements. C'est une question d'implication. C'est une question de travail en commun avec les ressources appropriées, effectivement. C'est une question très délicate aussi parce que c'est un équilibre fragile enseigné hein, à des jeunes enfants parce que faut quand même que tu pousses, il faut que tu gardes un niveau d'attente relativement élevé. On ne rend pas service à des enfants en diminuant le niveau d'attente parce que le groupe va s'ajuster à la baisse du niveau d'attente. C'est scientifiquement prouvé. Par contre, c'est pas un slogan, ça, dire il faut maintenir des attentes élevées. Il faut savoir comment maintenir des attentes élevées. Et ça, c'est difficile. Ça doit être appris. Puis ensuite, quand on enseigne en maintenant des attentes élevées, on déstabilise des élèves parce que apprendre, c'est de se faire un peu sortir, déséquilibrer, tout en restant dans sa zone proximale d'apprentissage. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un espèce de russe avec un drôle de nom. Mais c'est donc très délicat parce que c'est pas une science exacte, ça, cet équilibre chez l'enfant et la perception que le maître a de cet équilibre chez l'enfant. Donc, c'est pour ça que la formation initiale des maîtres est certainement importante, eu égard à sa qualité, c'est sûr, mais la formation continue également. C'est hyper important. On n'est pas tout à fait prêt complètement et continuellement prêt après 4 ans d'université. Il faut développer davantage, encourager une culture de développement professionnel chez les enseignants. Maintenant, nos écoles, ben, les écoles défavorisées où les élèves réussissent, par quoi sont-ils caractérisés? C'est ça qui est intéressant. En fait, on trouve ça dans la littérature consacrée aux High Performance, High Poverty Schools en anglais. Alors, il y a une grande centration sur les apprentissages, ce qui implique une gestion serrée des comportements dans l'école, parce que tu veux que tes maîtres enseignent. Tu veux pas que tes maîtres arbitrent un match de rugby. OK? C'est ça. Alors, la discipline
ça va avec l'apprentissage à un moment donné. Ils sont marqués donc par une centration importante sur le temps scolaire accordé aux apprentissages. Ils sont marqués par une assez bonne connaissance des maîtres sur les théories de l'apprentissage, sur les stratégies d'apprentissage des élèves. Ils sont aussi marqués par une culture de développement professionnel très active. Elles sont également marquées par une très grande collégialité des acteurs de l'école. Ça, c'est important parce que tu sais, dans une école, on n'a pas le temps de tout changer hein, en même temps, là. On n'a pas le temps de s'attaquer à 7, 8 leviers en même temps euh, parce que ben, il faut encore garder du temps pour enseigner. Donc, pour améliorer une école, souvent, on va recommander à des équipes écoles, s'ils n'ont qu'un choix à faire, de tabler sur la collégialité. C'est une question de variable, ça, Sébastien. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la liste des facteurs efficaces, la collégialité, c'est un facteur qui est un peu comme une variable indépendante. Avoir une influence sur les autres facteurs. La collégialité aide à mieux enseigner. La collégialité aide à mieux suivre les élèves. La collégialité aide à gérer le climat d'école. Alors, elle n'a pas le même rôle que les autres variables de l'école efficace. Elle a un rôle davantage transversal. C'est pour ça que quand on forme des directions d'établissement, on insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette culture de collégialité au sein de l'établissement, qui est d'ailleurs de plus en plus encouragée. Mais encore une fois, ça nous ramène au tout début de notre conversation, hein, pendant qu'on se réchauffait ensemble, là. Si tu veux que ça existe et que ça soit profitable, il faut une organisation du travail qui le permet. Ça prend du temps pour travailler en collégialité. Ça prend des ressources pour travailler en collégialité. Alors, on ne peut pas demander toujours aux enseignants comme des injonctions, travailler ensemble pour améliorer les choses, mais pas créer les conditions adéquates pour qu'ils le fassent, là. Et ça prend un équilibre là-dedans. Voilà.